Parfois, une simple lettre oubliée suffit à réveiller les échos d'un amour jamais avoué, ou jamais destiné. Entre les champs de lavande et les souvenirs tus, une vérité fragile attend d'être déterrée, à pas feutrés, par l'esprit le plus méticuleux de toute l'Europe. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prêt, entrons dans l'histoire. Sous le ciel limpide de Provence, Hercule Poirot descendit de la voiture avec la minutie d'un homme qui jugeait chaque pas, non pour sa difficulté, mais pour ce qu'il révélait de l'équilibre du monde. Devant lui, la maison de lavande s'étendait, noble et discrète, posée entre des champs mauves qui dansaient doucement sous le vent. Le parfum était enivrant, mais c'est le silence qui frappa Poirot. Un silence profond, ordonné, presque construit. Rien d'hostile, non, mais une paix si parfaitement agencée qu'elle en devenait suspecte. Chaque pierre semblait à sa place, chaque volet soigneusement fermé à demi, chaque rideau tiré juste assez pour laisser deviner une ombre. Une femme s'avança pour l'accueillir. Élancée, vêtue d'un lin pâle, elle portait un chapeau de paille noué d'un ruban ivoire. Son sourire était aimable, mais ses yeux, eux, n'accueillaient personne. « Monsieur Poirot, je suis Isabelle Fournier, soyez le bienvenu. » Sa voix était calme, mais son regard avait la retenue d'une mémoire qu'on n'ouvre pas aux visiteurs. La première impression d'Hercule Poirot fut celle d'une hôtesse irréprochable. Isabelle Fournier guidait son invité avec cette aisance, un peu distante, propre aux femmes, qui ont depuis longtemps remplacé la spontanéité par la grâce. Le grand salon, aux murs blanchis et aux bouquettes de lavande soigneusement disposées, respirait une beauté discrète, presque muséale. Rien n'était négligé, et c'était précisément cela qui éveilla l'attention du détective. Ils parlèrent brièvement du trajet depuis Avignon, de la douceur du climat, du programme des jours à venir. Isabelle répondait avec une précision affable, mais chaque phrase semblait avoir été polie avant d'être prononcée. Poirot, lui, n'était pas dupe. Il observait les détails, les mains croisées avec soin sur les genoux, la voix modulée mais sans chaleur, et surtout cette façon de ne jamais évoquer directement la présence des autres pensionnaires. Il ne s'agissait pas d'une simple réserve, c'était autre chose, plus subtile. Une retenue non du désintérêt, mais d'une vigilance. Une douleur ancienne, peut-être, contenue derrière le raffinement des gestes. Isabelle Fournier, conclut Poirot intérieurement, était une femme qui vivait entourée de beauté comme d'une barrière contre quelque chose de plus sombre. À 16 heures précises, le thé fut servi sur la terrasse ombragée, avec vue sur les lavandes encore baignées de lumière dorée. Les convives étaient déjà installés lorsque Poirot prit place. Un homme aux tempes grisonnantes, nommé Étienne Dumas, dont le regard mélancolique trahissait une vie faite de silence. Une femme sèche au port droit, Madeleine Rivière, ancienne institutrice, dont les yeux perçaient comme des aiguilles à travers les politesses échangées. Enfin, une jeune femme au teint pâle et aux doigts tachés d'encre, Élise Varenne, présentée comme poétesse. Les tasses tintaient doucement, les pâtisseries fondaient lentement, mais le climat n'était pas celui de la détente. Chacun parlait avec mesure, comme s'il craignait de franchir une frontière invisible. Poirot notait les regards furtifs, ceux de Madeleine vers Élise, pleins d'un jugement à peine contenu. Ceux d'Élise vers Étienne, timides et presque suppliants. Ceux d'Isabelle, absents, perdus dans une contemplation mécanique. Il y avait dans cette réunion une tension feutrée, une forme de théâtre délicat où chacun jouait un rôle sans jamais oublier qu'un mot de trop pourrait faire tomber le rideau.
Et au cœur de cette comédie muette, Poirot sentait que les vérités essentielles se glissaient non dans les paroles, mais dans les silences. Alors que le thé touchait à sa fin, une domestique s'approcha, portait sur un petit plateau une enveloppe d'un mauve pâle, scellée sans nom apparent. Elle la remit à Élise Varenne avec un discret « pour mademoiselle » presque inaudible. La réaction fut immédiate. Élise, qui jusque-là jouait nerveusement avec une cuillère en argent, s'immobilisa. Ses doigts se refermèrent sur l'enveloppe, mais ne l'ouvrirent pas. Son visage, déjà clair, perdit encore de sa couleur. Une respiration plus courte, un battement de paupières prolongé, et cette façon de baisser les yeux, non par pudeur, mais comme pour fuir quelque chose. Poirot ne détourna pas le regard. Il ne fixait pas Élise de manière intrusive, mais avec cette attention légère qu'il savait si bien manier. Il nota les tremblements dans la main de la jeune femme, la raideur soudaine de sa nuque et cette solitude nouvelle qui semblait l'envelopper, alors même qu'elle était encore assise parmi eux. L'enveloppe, il le sentit immédiatement, portait davantage qu'un simple message. Elle contenait une charge émotive, un rappel, un signal, et peut-être une menace voilée. Et cela, Élise l'avait compris, avant même d'en briser le sceau. Plus tard, après le départ discret des autres hôtes, Poirot préféra une promenade dans les allées de gravier qui encerclaient la maison. Le ciel virait au rose, et l'air tiède portait encore les senteurs entêtantes des champs. Pourtant, le calme apparent ne parvenait pas à dissiper ce sentiment diffus de dissonance. Il repensa à la scène du thé, au regard fuyant, au silence trop long, à cette enveloppe couleur lavande qui, loin d'apaiser, avait figé l'instant. Élise Varenne avait-elle reconnu l'écriture? Était-ce un message attendu ou redouté? Et surtout, qui l'avait envoyé? La lettre semblait surgir du passé, tel un fragment de mémoire refoulé. Poirot savait, par expérience, que les lieux empreints de beauté portaient parfois les pires cicatrices. Derrière les bouquets, les nappes brodées et les conversations savamment dosées, il avait perçu autre chose, une tension larvée, une émotion contenue au-delà de la bienséance. Ici, quelque chose sommeillait, et Poirot, qui ne croyait pas aux coïncidences, savait déjà que le parfum des lavandes ne suffirait pas à masquer ce qui couvait dans les replis de cette maison silencieuse. Assis un moment, sur le banc de pierre, au fond du jardin, Poirot ferma les yeux. Le parfum des lavandes, porté par le vent, effleurait ses narines avec une douceur presque trop parfaite. Il revit l'enveloppe, la crispation d'Élise, le tremblement invisible d'Isabelle à ce moment précis. Une lettre parfumée, geste d'élégance ou souvenir empoisonné? Il y avait là un paradoxe que seule la psychologie pouvait résoudre. Car pourquoi une note censée évoquer la tendresse suscitait-elle la peur? Quel passé, quel nom, quelle vérité cette odeur ravivait-elle? Et surtout, se demanda-t-il en resserrant son manteau, à qui cette lettre était-elle réellement destinée? Ce fut la jeune Denise, la domestique au regard discret, qui découvrit Élise peu avant 6 heures dans le jardin des roses. Elle revenait de la laiterie, le panier au bras, lorsque ses pas s'interrompirent devant la silhouette immobile, drapée dans la lumière pâle de l'aube. La tête d'Élise reposait contre le banc de marbre, ses cheveux sombres détachés, une joue posée sur la pierre comme une enfant endormie. Le cri de Denise alerta les rares membres du personnel déjà levés. En quelques minutes, le calme fragile de la maison fut brisé, non par le tumulte, mais par ces chuchotements étouffés qui accompagnent les vérités que l'on ose dire à voix haute. Isabelle arriva rapidement, encore en robe de chambre. À la vue du corps, elle se figea, le visage vide, les mains serrées,
l'une contre l'autre comme pour empêcher le monde de s'effondrer. D'une voix étonnamment posée, elle demanda qu'on appelle le médecin et la gendarmerie. Poirot, qui s'était levé plus tôt que d'ordinaire, se tenait à distance, déjà habillé. Son regard observait, non le drame immédiat, mais la manière dont chacun s'y inscrivait, gestes précipités, regards évités, larmes sincères ou mécaniques. Quelque chose, dans cette mort tranquille, le troublait. Le gendarme, chargé de l'enquête, un homme massif aux moustaches correctes nommé Besson, conclut rapidement à une chute malencontreuse. Un banc humide, une jeune femme rêveuse, le pied glisse, la tête heurte la pierre. Tragique, mais banal. Il signa son constat d'un geste sec. Poirot ne dit rien. Il s'agenouilla près du banc, sa canne posée avec soin. Il examina la posation du corps, l'angle de la tête, l'arrangement trop parfait des plis de la robe. Ses yeux s'attardèrent sur l'écharpe de soie blanche, nouée autour du cou d'Élise. Non avec négligence, mais serrée, bien trop serrée, pour un simple accessoire jeté à la hâte. Il releva ensuite les rainures du marbre, observa la terre retournée autour des rosiers, les pétales froissés. Rien de spectaculaire, non, mais une accumulation de détails discordants qui, pour un œil profane, s'effaceraient dans le tableau général, sauf pour celui de Poirot. Car ce qu'on appelle hasard, pensait-il, est souvent la forme raffinée que prend le mensonge. Tandis que le gendarme interrogeait sans conviction les membres du personnel, Poirot s'approcha à nouveau du corps. Une main d'Élise était à demi repliée, les doigts tachés d'encre violette, une encre fraîche, mal essuyée, qui avait coulé le long de l'annulaire. Près de cette main, à moitié dissimulée sous les feuillages d'un buisson taillé avec soin, une enveloppe déchirée, de ce même mauve délicat que celle aperçue la veille. Il se pencha, la ramassa entre deux doigts, et sentit aussitôt la fragrance familière de lavande, plus discrète mais toujours présente. Le papier était de qualité, fin, presque transparent, et la déchirure nette comme arrachée dans un geste brusque. Pas de message à l'intérieur, seulement des traces d'écriture disparues, trop effacées pour être lues sans soin. Les éléments étaient discrets, presque anecdotiques pour d'autres, mais pour Poirot, cette encre sur la peau, cette lettre déchirée, cet éclat de parfum persistant formaient une constellation. Une scène n'est jamais qu'une mise en ordre de signes, et ce matin-là, les signes refusaient de s'aligner sur la version officielle. Dans l'intimité feutrée du salon, où les rideaux filtraient d'une lumière douce, Poirot s'adressa à Isabelle. Elle portait une robe sombre, simple mais élégante, et tenait une tasse de thé entre ses mains jointes, comme si la chaleur du liquide pouvait l'ancrer à la réalité. Élise était d'une grande sensibilité, dit-elle, la voix basse, fragile, très imaginative. Ce n'était pas la première fois qu'elle s'égarait dans des émotions qui la dépassaient. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux, voilés d'ombre, trahissaient une tempête maîtrisée. Poirot ne commenta pas. Il observait la façon dont elle évitait de prononcer certains mots. Mort, par exemple, ou lettre. Elle parlait d'Élise comme on évoque un rêve troublant, qu'on ne veut ni comprendre, ni réveiller. Il nota aussi le frémissement presque imperceptible de ses doigts, lorsqu'elle posa la tasse, la tension soudaine dans sa nuque, lorsqu'il évoqua la possibilité que la jeune femme ait tenté d'écrire quelque chose cette nuit-là. Peut-être, dit-elle enfin, mais parfois, il vaut mieux ne pas savoir ce que les âmes tourmentées cherchent à dire. Poirot se contenta d'un hochement de tête. Mais en lui-même, il savait que cette phrase n'était pas celle d'une femme indifférente. C'était celle de quelqu'un qui redoutait ce qui pourrait encore être découvert.
Ce fut en fin d'après-midi, alors que le ciel devenait laiteux et que les odeurs de soupe se mêlaient à celles des lavandes encore tièdes, que Poirot, passant dans le couloir du rez-de-chaussée, aperçut la porte du petit salon entrebâillée. À l'intérieur, Isabelle était seule, debout devant la cheminée. Dans ses mains, un paquet de feuilles reliées par un ruban. Elle les tenait avec une lenteur presque cérémonielle. Puis, d'un geste mesuré, elle desserra le nœud, défit les pages, en jeta quelques-unes dans les flammes. Les bords frémirent, noircirent, se recroquevillèrent. Pas un mot, pas un soupir. Elle répétait l'opération avec un calme glacial. Poirot, resté dans l'ombre du seuil, ne fit pas un geste pour l'interrompre. Il savait que certaines vérités refusent d'être transmises, et que les souvenirs brûlés ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Quand elle se retourna, il s'était déjà retiré, laissant derrière lui la douce odeur du papier ancien, du bois sec, et de quelque chose d'invisible qu'on tentait de réduire en cendres. Ce soir-là, dans sa chambre silencieuse, Poirot s'assit près de la fenêtre entr'ouverte. Le vent léger lui apportait les dernières notes de lavande, mêlées à une fragrance plus âcre, presque imperceptible, celle du papier brûlé. Il repensa aux pages consumées, aux mots effacés, aux vérités peut-être détruites. Et pourtant, il le savait. On ne détruit pas la vérité en brûlant le support. On ne fait que retarder le moment où elle revient, changée, plus sourde, mais plus insistante. La peur d'être connue, pensa Théil, voilà ce qui pousse les âmes à cacher, à déchirer, à jeter au feu. Mais la peur, elle, ne brûle pas. Elle demeure, en silence, dans les cendres. Et dans cette maison où chaque silence semblait habiter, Poirot savait que les cendres ne seraient pas les dernières à parler. Le lendemain matin, Poirot fit discrètement demander à Étienne Dumas de le rejoindre dans le petit salon de lecture, où les vitres embuées tamisaient la lumière de la fin de matinée. Le compositeur apparut, vêtu de sa veste de velours noir et tenant son éternel mouchoir en lin qu'il manipulait plus qu'il ne s'en servait. Il s'installa avec lenteur, le regard fuyant. « Je voulais, monsieur Dumas, évoquer avec vous mademoiselle Varenne. » La voix de Poirot était douce, presque mélancolique. Étienne acquiesça en silence, comme si le nom d'Élise résonnait encore dans l'air. Il parle d'elle avec mesure, mais sans indifférence. Il évoqua sa sensibilité à la musique, sa manière de poser les doigts sur le piano, comme si chaque note réveillait en elle un souvenir ancien. Ils avaient partagé plusieurs après-midi dans le petit salon, jouant ensemble des pièces de Fauré et de Debussy. C'était une oreille rare, vous savez, dit-il. Elle comprenait la musique non pas avec la technique, mais avec l'âme. Il se souvenait en particulier de cette nuit, où, croyant la maison endormie, il l'avait entendue jouer seule, un nocturne étrange, presque funèbre, qui n'appartenait à aucun répertoire connu. Je crois qu'elle l'avait inventé, ajouta Étienne, sa voix légèrement plus rauque. Ce nocturne, ce n'était pas une œuvre apprise. C'était quelque chose d'intime. Il marqua une pause, les yeux rivés sur le tapis. Poirot, attentif, suivit le mouvement imperceptible de ses mains posées sur les accoudoirs. Les doigts d'Étienne, longs, précis, éduqués au clavier, tremblaient à peine, mais tremblaient tout de même. Une vibration fine, comme si la musique évoquée courait encore sous sa peau. Poirot n'en fit pas mention, mais nota ce frisson, contenu avec le soin qu'il réservait aux vérités muettes. Étienne continua à parler du morceau, décrivant des modulations étranges, des dissonances douces, une tension suspendue dans les dernières mesures. Mais ce n'était pas tant la musique qui bouleversait l'homme assis en face de lui, que la solitude dans laquelle elle avait été jouée.
une composition née dans l'ombre, sans témoin, un chant du soir, dont le silence, désormais, pesait lourd. Plus tard dans la journée, Poirot s'approcha de Madeleine Rivière, alors qu'elle tricotait seule près de la véranda, son ouvrage posé avec une précision militaire sur ses genoux. Elle leva les yeux sans sourire, le menton légèrement relevé. « Vous souhaitez m'interroger sur cette pauvre fille, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix sèche, presque agacée. Poirot répondit par une inclination de tête respectueuse. Madeleine n'attendit pas qu'il poursuive. Elle était exaltée, voilà le mot. Une nature trop portée au rêve, toujours à écrire, à griffonner dans ses carnets jusque tard dans la nuit. Des vers, probablement. De ces choses sentimentales qu'on se croit obligé d'exprimer quand on est jeune et qu'on n'a pas encore souffert pour de bon. Elle ajusta son châle avant de poursuivre. Je l'ai surprise plusieurs fois, Annie, tête aérée dans le salon à des heures indécentes, l'air absent, un stylo à la main. Ce n'était pas sain. Elle vivait dans un monde d'émotions excessives. Poirot l'écoutait sans interrompre, observant les veines saillantes sur les mains de Madeleine, la rigidité volontaire de son maintien. Il perçut, sous les critiques ciselées, une crispation plus profonde, celle d'une femme qui ne pardonnait pas à la jeunesse de ne pas souffrir selon les règles. La mort d'Élise est triste, bien sûr, mais pas surprenante. Conclut-elle d'un ton durci, elle allait toujours trop loin. Un jour, il fallait bien que la réalité la rattrape. Poirot remercia Madeleine d'un léger salut de tête, puis resta un moment en retrait, observant les gestes méthodiques avec lesquels elle repliait son tricot. Son dos restait droit, comme un pupitre d'école, sa mâchoire tendue dans un effort de contrôle si constant qu'il en devenait suspect. Il repensa aux mots qu'elle avait employés, exaltée, indécente, pas surprenante. Rien dans son discours ne trahissait d'empathie réelle. Mais ce n'était pas de la cruauté, c'était autre chose, une rigueur si tenace qu'elle semblait diriger moins contre Élise que contre elle-même. Poirot songea alors à ces femmes qui, ayant étouffé en elle toute effusion, ne supportaient plus de voir chez d'autres l'expression nue du désir, du trouble ou de la rêverie. Ce rejet de la sensibilité n'était pas moral, il était personnel. Une forme de peur, peut-être, ou d'envie refoulée. Et si Madeleine jugeait si sévèrement Élise, ce n'était peut-être pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle osait montrer. Un miroir trop direct, trop honnête, là où d'autres avaient appris, à force de renoncement, à détourner les yeux. Ce fut dans la bibliothèque, en fin d'après-midi, que Poirot rendit visite à Roland Delorme. L'homme, vêtu d'une veste en tweed élimé, était plongé dans un ouvrage d'histoire militaire et ne sembla pas surpris de l'interruption. Il désigna un fauteuil sans un mot, puis referma son livre avec lenteur. « Élise », murmura-t-il, comme si le prénom possédait encore une sonorité flottante dans l'air. Elle était curieuse, très curieuse, trop sans doute. Il marqua une pause, puis se pencha légèrement, baissant la voix. « Elle m'a posé une question singulière, monsieur Poirot. Une question d'écrivain, mais que je n'avais encore jamais entendue ainsi formulée. » Poirot leva un sourcil. « Et quelle était cette question, monsieur Delorme ? Comment transformer un amour privé en une fiction crédible ?» répondit-il calmement. « Non pas un amour vécu, mais imaginé, inventé de toutes pièces, et pourtant tellement vrai qu'on y croirait. » Poirot nota l'expression détachée, presque clinique du romancier. Pourtant, un léger frémissement sous la voix trahissait une gêne maîtrisée. Élise n'avait pas cherché à raconter son histoire. Elle avait voulu créer celle qu'on n'avait jamais écrite pour elle.
Et c'était, pour Delorme, une démarche profondément dérangeante. La nuit tombait lorsque Poirot, retiré dans sa chambre, se livra à ses habituelles réflexions du soir. Le carnet de notes restait fermé. Les vérités les plus délicates, pensait-il, ne s'inscrivent pas sur le papier tant qu'elles n'ont pas encore trouvé leur pleine forme. Il repensa à Étienne, à Madeleine, à Roland. 3 portraits différents, unis pourtant par un point commun. Tous semblaient avoir été dérangés, mis mal à l'aise, par la manière qu'avait Élise de projeter une émotion qui ne leur appartenait pas. Pas une passion explicite, non, mais une attente, une conviction tranquille que quelque chose, bientôt, allait être révélé. Mais révélé à qui? Et quoi, au juste? Un amour? Un souvenir? Une lettre oubliée? Poirot commençait à croire qu'il ne s'agissait ni d'un secret dissimulé, ni d'une liaison cachée, mais d'un fantasme, d'une construction intime, forgée dans l'esprit d'Élise, nourrie de poésie et de solitude. Elle n'avait pas voulu trahir, elle avait voulu croire, croire si fort, que cette croyance devienne réelle. Et peut-être dans cet excès d'imaginaire, avait-elle effleuré sans le savoir les nerfs encore à vif de mémoires plus anciennes que les siennes. Poirot se leva, fit quelques pas jusqu'à la fenêtre et contempla les ombres allongées sur les lavandes endormies. Une phrase lui vint, comme une énigme douce. Peut-on être coupable d'avoir trop rêvé? Il songeait à Élise, à ce regard déposé sur les autres comme un appel silencieux, à cette foi sans preuve qu'un amour flottait quelque part, suspendu, prêt à être incarné. Mais en prétendant l'habiter, n'avait-elle pas mis le pied sur un sol appartenant à une autre douleur? Il y a des vérités oubliées qui dorment sous la cendre, et les réveiller sans y être invité, même innocemment, peut raviver des blessures que l'on croyait cicatrisées. Peut-être n'avait-elle jamais compris que ce qu'elle croyait inventé, quelqu'un d'autre l'avait déjà perdu, et cette méprise, aussi douce soit-elle, portait en elle les germes d'une tragédie. Le lendemain matin, alors que la maison retrouvait un calme endeuillé, Poirot s'approcha discrètement du gendarme Besson, prétextant une nécessité personnelle. Il exprima le souhait d'examiner plus attentivement l'enveloppe retrouvée près du corps. Il choisit ses mots avec la diplomatie d'un homme qui, sans autorité officielle, savait néanmoins se faire obéir. Le gendarme, d'abord réticent, céda devant la réputation de Poirot et sa manière rassurante de parler d'ordre et d'harmonie. L'enveloppe lui fut remise avec soin, glissée dans un papier de soie. Poirot la prit avec la délicatesse d'un archiviste feuilletant un manuscrit ancien. Installé à son bureau, il l'observa longuement. La texture du papier était épaisse, légèrement granuleuse, de qualité supérieure. L'odeur persistait, non pas vive comme la veille, mais plus ténue, comme une trace de mémoire qui refuse de s'éteindre. Sur le bord intérieur, une initiale demeurait lisible malgré la déchirure, un A minuscule, incliné, tracé d'une main souple. Poirot fronça les sourcils. Ce n'était pas l'écriture d'Élise. Il en était certain. Cette lettre, pensa-t-il en silence, n'avait peut-être jamais été destinée à elle. À l'aide d'une loupe de voyage, Poirot tenta de reconstituer les bribes encore visibles sur le feuillet. Certaines lignes, bien qu'incomplètes, laissaient filtrer une musicalité particulière, des mots choisis avec une attention presque littéraire, empreints d'élégie plus que de passion. L'ombre de ce que nous fûmes, quand les lavandes refleuriront, tu comprendras. À toi, mais trop tard. Ah, rien dans le ton n'évoquait un amour en éclosion. Il s'agissait, au contraire, d'un adieu. Non d'un rejet brutal, mais d'un détachement mélancolique, comme si l'auteur de la lettre avait décidé, avec une lucidité douloureuse,
de ne pas revenir sur ses pas. L'initiale, cette A finale, prenait alors un autre poids. Non pas une signature complète, mais un murmure d'identité. Et, plus troublante encore, l'ensemble semblait s'adresser à une femme plus âgée, à une amante du passé, à une présence autre qu'Élise. Poirot reposa la lettre avec soin. Il sentait qu'un fil se déroulait dans une direction inattendue. Si ce message n'était pas une déclaration, mais un renoncement, et si Élise ne l'avait pas reçu, mais trouvé, alors tout basculait. Ce n'était plus une correspondance, mais une relique. Ce glissement de perspective, discret mais profond, perturba l'ordre que Poirot commençait à tracer. Si cette lettre n'avait jamais appartenu à Élise, alors comment était-elle parvenue jusqu'à elle? Et surtout, qui en avait été la véritable destinataire? Il repensa à Isabelle Fournier, à son regard voilé lorsqu'il avait mentionné les lettres, à sa précision presque excessive dans la gestion de la maison, à son silence au sujet d'Élise, toujours enveloppé dans une politesse opaque. Poirot sentit s'éveiller en lui cette intuition très particulière, non pas une certitude, mais un frémissement d'équilibre rompu. Un souvenir ancien, peut-être, ressurgit sous une forme déguisée. Une mémoire que l'on croyait éteinte, mais que le hasard, ou une main trop curieuse, aurait ravivée. Était-il possible qu'Élise ait découvert cette lettre, vieille de plusieurs décennies, oubliée dans un tiroir, un livre, une doublure? L'aurait-elle prise pour elle-même? Et dans cet acte, naïf ou volontaire, aurait-elle déclenché quelque chose que personne n'était prêt à revivre? Résolu à explorer cette piste, Poirot demanda à examiner les effets personnels d'Élise. Isabelle, hésitante, finit par le laisser entrer dans la petite chambre qu'occupait la jeune femme. Tout y était resté en l'état, le lit défait, les rideaux entr'ouverts, et sur la commode, un flacon d'encre renversé. Sur le secrétaire, dissimulé sous un recueil de poèmes symbolistes, il trouva un carnet relié de cuir, patiné par l'usage. Il l'ouvrit avec prudence. Le style était délicat, raffiné. Mais ce qui frappa Poirot, ce fut l'usage systématique de la troisième personne. Aucun « je », aucun « tu ». Toujours « elle » et « lui ». Chaque vignette semblait un fragment de roman. Une femme solitaire dans un jardin de lavande. Un homme à la voix basse qui lui confie une lettre. Une séparation sans heurts, pleine de non-dits. Ce n'était pas une confession, c'était une transposition. Un récit modelé sur un souvenir qui n'était peut-être pas le sien. Poirot lut en silence. Ce carnet ne parlait pas d'un amour vécu, mais d'un amour rêvé, puis reconstruit à partir d'indices trop flous. Il s'agissait moins de fiction que d'un désir d'incarnation. Élise n'avait pas voulu inventer, elle avait voulu appartenir. Au fil des pages, un personnage revenait sans cesse, sous des noms changeants, mais toujours liés à un motif olfactif. La femme aux mains parfumées, l'ombre violette, la muse de lavande. Elle n'était jamais décrite frontalement. Elle apparaissait dans un souvenir d'enfance, une silhouette croisée dans un couloir, un parfum qui persistait sur une lettre. Ce personnage, pensa Poirot, n'était pas une invention de plume. C'était un archétype émotionnel, une figure intérieure, née de l'intuition, mais ancrée dans une réalité que l'auteur ne maîtrisait pas. Peut-être Élise l'avait-elle perçue, au détour d'une conversation, d'un mot oublié, d'un geste de trop. Et peut-être, en la découvrant, avait-elle ressenti le vertige d'une existence qui l'éclipsait. L'obsession n'était pas amoureuse, elle était esthétique. Élise n'avait pas cherché à séduire, elle avait cherché à incarner. Et cette muse perdue, dont elle capturait les reflets, à travers la lavande, était moins une femme qu'un fantôme du lieu. Poirot referma le carnet avec lenteur.
Ce n'était pas un journal, c'était un palimpseste émotionnel. Et quelque part, sous les mots d'Élise, résonnait une voix plus ancienne, celle qu'elle avait voulu imiter ou raviver. Poirot se leva, replaça le carnet à sa place et marcha jusqu'à la fenêtre de la petite chambre. Au loin, les lavandes ondulaient doucement sous le vent du soir, couleur d'améthyste fanée. Il respira l'air, où flottait encore le parfum léger d'un encens oublié, ce même parfum qu'il avait senti sur l'enveloppe, sur les pages brûlées, sur les souvenirs réprimés. Élise avait-elle réellement compris ce qu'elle faisait? Avait-elle voulu provoquer ou seulement ressentir plus intensément? Avait-elle, sans le savoir, pénétré une douleur qui ne lui appartenait pas? Il songea que le deuil n'a pas toujours de pierre tombale. Il repose parfois dans une lettre cachée, dans un parfum persistant, dans une musique que l'on n'ose plus jouer. Et lorsque quelqu'un, même sans malice, vient réveiller ce passé enfoui, il n'éveille pas seulement une mémoire. Il risque de déclencher la peur, la honte ou le chagrin. La fin d'après-midi apportait un calme plus pesant que véritablement paisible. Les pensionnaires s'étaient dispersés, absorbés dans leurs habitudes de silence. Poirot choisit ce moment pour rejoindre le grand salon, où Isabelle, assise près de la fenêtre, feuilletait distraitement un volume relié de cuir. Il attendit qu'elle ferme le livre avant de parler. Sa voix, basse et douce, s'insinua dans le silence, sans le briser. « Madame Fournier, je me permets une question, peut-être impertinente, mais dictée par la simple curiosité de l'ordre. Hier, vous avez brûlé quelques feuillets dans la cheminée? Cela m'a frappé. Était-ce un acte de libération ou de protection? » Isabelle releva lentement les yeux. Elle ne protesta pas, ne chercha pas à nier. Elle le regarda avec cette résignation tranquille, des personnes qui savent que certaines vérités ne peuvent rester enfouies éternellement. « Ce n'était rien d'important, » murmura-t-elle enfin. Mais le ton, plus que les mots, trahissait un trouble. Poirot ne répondit pas. Il s'assit simplement face à elle, les mains croisées sur le genou, et attendit. Le silence qui suivit n'était plus vide. Il appelait une mémoire. Elle demeura quelques instants immobile, comme si elle cherchait dans les plis du silence l'autorisation de parler. Puis, d'un ton presque neutre, elle commença. « J'avais 19 ans. C'était un été sec, brûlant. La maison n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Elle respirait la jeunesse, les voix, la poussière d'idées. Un groupe de jeunes artistes y séjournait. Parmi eux, un homme. Il s'appelait Armand. Poète, ou du moins, il se disait tel. Il avait cette intensité qui attire les êtres en attente de frissons. Moi, j'étais impressionnable, timide. Il m'a regardé. Cela m'a suffi. Sa voix ne tremblait pas, mais son regard s'était détaché du présent. Il ne m'a jamais fait de promesses. Il parlait de la beauté, de l'éphémère, des illusions. Il récitait ses vers dans les escaliers, au crépuscule. Il me faisait sentir unique, mais jamais à lui. Puis un matin, il est parti, sans adieu, sans mot. Elle marqua une pause. Quelques jours plus tard, je trouvai une lettre posée sur mon oreiller, une seule, parfumée, écrite à l'encre bleu nuit. Elle contenait son départ et un souvenir. Sa main se referma lentement, comme si elle tenait encore le papier disparu. Je ne l'ai jamais montré. Isabelle poursuivit, la voix toujours égale, mais son visage marqué d'une douceur douloureuse. Cette lettre, je l'ai gardée, non pas comme une promesse, mais comme un témoin, d'un instant, d'un trouble, d'une jeunesse trop vite figée. Elle se pencha légèrement, croisa les mains sur ses genoux. Je ne l'ai jamais relue entièrement. C'était trop intime, trop figé dans le passé.
Elle est restée dans un tiroir de mon bureau, entre 2 livres. Parfois je croyais l'avoir oubliée. Parfois je me disais qu'elle n'avait été qu'un rêve. Un sourire amer effleura ses lèvres. Puis Élise est arrivée. Et peu à peu, j'ai senti quelque chose. Elle ne m'a jamais posé de questions directes, mais dans ses mots, dans ses vers, il y avait des phrases, des images qui ressemblaient trop à celles de la lettre. Poirot écoutait sans intervenir. Il comprenait que, pour Isabelle, cette coïncidence n'était pas anodine. La lettre qu'elle avait enfouie dans le silence semblait avoir ressurgi sous une forme inattendue, à travers la voix d'une jeune femme qu'elle n'avait pourtant jamais connue auparavant. Une nuit, dit Isabelle, les yeux fixés sur un point au-delà de la pièce, j'ai entendu Élise réciter à voix basse, sur la terrasse. Je croyais qu'elle lisait un poème, mais les mots étaient ceux de la lettre. Elle se tourna vers Poirot, l'air à la fois étonné et blessé. Pas simplement le thème ou l'émotion, les mêmes phrases, les mêmes images. Lorsque la lavande refleurira, tu comprendras. Ce sont ces mots. Armand. Poirot demeura silencieux. Il savait que le rôle du détective, parfois, était d'être le réceptacle d'une douleur qu'aucune enquête ne réparerait. Elle parlait aussi du parfum. Elle disait qu'il lui rappelait quelque chose d'inconnu mais familier. Cela m'a glacé, car moi seul pouvais en reconnaître la nuance. Un frisson sembla traverser Isabelle. Ce n'était pas un plagiat. Elle croyait à ce qu'elle disait, mais je ne comprenais pas. Était-ce une coïncidence? Ou avait-elle trouvé la lettre? Et si oui, pourquoi? Poirot, après un silence respectueux, posa une question d'une voix douce. « Madame Fournier, permettez-moi de vous demander, pensez-vous qu'il soit possible qu'Élise ait, d'une manière ou d'une autre, découvert cette lettre, qu'elle se l'approprie, non par malveillance, mais par désir d'y croire ?» Isabelle ne répondit pas tout de suite. Elle ferma les yeux un instant, puis soupira. Elle l'aurait lu comme on lit un poème. Et peut-être, oui, elle aurait voulu qu'il parle d'elle. Poirot hocha lentement la tête. Cela expliquerait certaines choses. Sa conviction d'un amour ancien, sa peur, peut-être, de révéler une vérité fragile. Il hésita. Il est des histoires qui ne supportent pas d'être réanimées, surtout quand elles n'ont pas eu de fin légitime. Isabelle le regarda, les yeux un peu humides. Elle a peut-être voulu vivre ce que je n'ai jamais eu le courage de revendiquer. C'est cruel, n'est-ce pas? Non, madame, c'est humain. Mais parfois, le passé, lorsqu'il est réveillé trop brusquement, ne pardonne pas. Il parlait sans jugement, seulement avec cette intuition de la douleur que l'on protège trop longtemps, jusqu'à ce qu'elle devienne étrangère même à soi. Isabelle se détourna, lentement, comme si toute parole supplémentaire risquait de faire céder la digue. Poirot ne tenta pas de la retenir. Il laissa le silence reprendre sa place dans le salon, aussi dense qu'un rideau. Resté seul, il repensa à cette lettre, non comme un indice, mais comme une épave, une trace d'un amour peut-être réel, mais jamais partagé, jamais éclairé du jour. Et il songea à Élise, qu'il avait effleurée, imitée, rêvée, sans comprendre qu'en revêtant ce souvenir, elle réveillait une blessure que le temps n'avait pas su refermer. Peut-on pleurer ce qui ne nous appartenait pas? Peut-on troubler un deuil sans l'avoir voulu? Et, surtout, que devient celui ou celle qui voit son chagrin ancien revêtu par un autre, comme un costume mal ajusté? Poirot savait que ce genre d'emprunt, même involontaire, laissait dans son sillage des éclats invisibles, mais coupants. Le soir venu, alors que les autres pensionnaires y avaient regagné leur chambre,
et que le silence enveloppait la maison. Poirot, fidèle à sa méthode, passa à l'action avec une discrétion calculée. Dans la bibliothèque du rez-de-chaussée, entre deux volumes de poésie oubliés, il déposa la lettre reconstituée. Le parfum s'était légèrement dissipé, mais le papier conservait cette charge symbolique, à la fois vestige et provocation. Il prit soin de ne pas verrouiller la pièce, laissant la lampe basse allumée, comme par négligence. Puis il s'éloigna, se plaçant dans une alcôve sombre du couloir adjacent, à l'abri des regards. Son souffle régulier se mêlait au grincement du bois ancien, et dans cette attente patiente, il n'y avait ni impatience ni tension, seulement la certitude que la vérité, si l'on sait l'appeler doucement, finit toujours par venir. Ce soir-là, Poirot ne cherchait pas une preuve tangible. Il attendait un mouvement, un frémissement de conscience, une faute du cœur plutôt qu'un crime du geste, et il savait déjà qui viendrait. Les minutes s'écoulèrent avec la lenteur des confessions retenues, puis, sans bruit, une silhouette glissa dans la pièce. Étienne Dumas, en robe de chambre, les traits tirés, entra avec cette précaution particulière des hommes qui redoutent de croiser leur propre reflet. Il ne chercha pas de livre. Son regard alla droit à la table où reposait la lettre. Il s'en approcha, s'arrêta un instant, figé. Sa main resta suspendue au-dessus du papier, comme hésitant entre désir et crainte. Enfin, avec une résolution brusque, il saisit la feuille, la froissa en un seul mouvement nerveux et la serra dans sa paume comme s'il voulait l'écraser jusqu'au souvenir. Poirot, sans hâte, franchit le seuil. Le bruissement du tapis suffit à faire tressaillir Étienne, qui se retourna, le visage blême. Il ne dit rien, mais ses doigts tremblaient, et l'on aurait dit qu'il tenait un fragment de lui-même dans ce papier froissé. « Il n'est pas trop tard pour que nous parlions, monsieur Dumas, » dit Poirot d'un ton presque paternel. Le silence qui suivit ne fut pas un refus, c'était un effondrement. Poirot s'approcha lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose de trop fragile. Il prit un fauteuil, s'y installa sans cérémonie, puis observa Étienne, toujours debout, pétrifié par la confrontation qu'il n'avait pas su éviter. « Vous ne saviez pas qu'elle la lirait, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, simplement. Étienne ferma les yeux. Sa voix, lorsqu'elle surgit, était presque inaudible. « Je n'ai jamais voulu cela. » Poirot ne répondit pas. Il laissa le silence faire son œuvre, puis ajouta « Et pourtant, elle a cru à chaque mot. Elle a cru que cette lettre venait de vous. » Étienne s'assit lentement, comme abattu. Ce n'était qu'un fragment, une chose morte depuis longtemps. J'aurais dû la brûler. Ses épaules s'affaissèrent. Le masque du compositeur respecté, du résident discret, s'effaçait peu à peu, laissant place à un homme égaré dans ses propres gestes passés. Il ne cherchait pas à nier, seulement à comprendre comment une réminiscence poétique avait pu dégénérer en tragédie. Poirot, les mains croisées, ne l'interrompait pas. Il savait que ce qu'il obtenait n'était pas une confession, mais une déchirure. « Cela remonte à plusieurs années, » murmura Étienne, le regard fixé sur ses mains. « Je cherchais un livre dans la bibliothèque d'Isabelle, un recueil de poésie symboliste. Entre les pages, elle était là, pliée, intacte, l'encre légèrement pâlie, mais l'odeur intacte. » Il s'interrompit, comme s'il revivait la scène. Je n'ai pas résisté. Je l'ai lu, et j'ai senti quelque chose d'ancien, une douleur, oui, mais belle, une beauté que je n'ai jamais su produire moi-même. Poirot incline légèrement la tête. Étienne poursuivit. Je l'ai gardé, non pour l'utiliser, mais comme une chose précieuse, une pièce d'art que personne ne regarderait plus. Il sourit tristement. Je suis un homme de forme.
de silence. Je n'ai jamais su aimer, ni être aimé. Mais cette lettre, elle m'a donné l'illusion d'avoir touché à quelque chose de pur. Il haussa les épaules. C'est peut-être ridicule, mais je ne l'ai jamais considéré comme volé, juste, oublié. Poirot, avec la gravité du juge moral, plus que celle de l'enquêteur, demanda. « Et quand Élise l'a trouvé ?» Étienne passa une main sur son front. Je ne sais pas comment, peut-être dans mon cahier, où je l'avais glissé un jour par distraction, ou bien laissé sur la table. Elle l'a lu, je le sais maintenant. Et elle a pensé que je l'avais écrite pour elle. Sa voix s'érailla. Elle a commencé à me regarder autrement, à parler de choses que je ne comprenais pas, de souvenirs que nous n'avions jamais partagés. Elle m'appelait par des mots qu'elle n'avait lus que dans la lettre, et je n'ai rien dit. Il ferma les yeux. Au début, j'étais flatté. Ensuite, j'ai eu peur. Elle parlait d'un amour ancien, d'une vérité qu'elle allait révéler. Elle croyait sincèrement que nous. Il s'arrêta, puis, dans un souffle, je l'ai repoussée, pas violemment, mais elle a vacillé, elle a reculé, trébuché, sa tête a heurté le banc, et puis, plus rien. Le silence s'épaissit. Étienne ne pleurait pas. Il était au-delà du remords, dans cet endroit où l'on comprend que ce qu'on a laissé croire tue autant que ce qu'on a fait. Quand Étienne fut escorté hors de la pièce par le gendarme averti, Poirot resta seul dans la bibliothèque. Le papier froissé gisait encore sur la table, témoin muet d'une tragédie née d'un parfum et de quelques mots trop beaux pour être vrais. Il contempla la lettre sans la toucher. Il songeait à Élise, à sa foi aveugle dans un amour qu'elle croyait enfoui pour elle, et à Étienne, qui n'avait rien promis, mais n'avait rien nié. Quelle est la faute la plus lourde, pensa-t-il? Créer une illusion ou laisser quelqu'un s'y abandonner sans un mot? Le cœur humain, se dit Poirot, n'est pas une œuvre d'art. Il n'est pas fait pour l'esthétisme, mais pour la vérité. Et parfois, c'est cette vérité-là qui manque le plus. La fin d'après-midi s'annonçait grise, et la lumière déclinante nimbait le salon de musique d'une mélancolie paisible. Poirot avait demandé que chacun s'y rende. Sans tapage, sans cérémonie, mais avec une insistance douce qui ne souffrait pas de refus. Étienne entra le premier, suivi de Roland, puis d'Isabelle, silencieuse et droite. Enfin, de Madeleine, dont le regard fuyait tout ce qui ressemblait à une vérité. Aucun ne parla. Le piano demeurait fermé, les chaises soigneusement alignées, comme pour un concert qui n'aurait jamais lieu. Poirot, debout près de la cheminée éteinte, regarda tour à tour chacun d'eux. Il ne s'agissait plus d'interrogatoire. Il n'était plus temps de chercher à convaincre. « Mes amis », commença-t-il d'un ton mesuré, « je ne suis pas ici pour juger, ni pour condamner. Mais il me semble que certains silences pèsent plus lourd que les aveux. » Il fit une pause, laissant les mots se déposer lentement. « Ce que je vais vous dire n'est pas pour les autorités, mais pour vous, pour ceux que le passé a liés et que le présent a trahis. » Le silence, alors, devint presque sacré, un écrin pour une vérité partagée, aussi fragile qu'un souvenir. « Il y a des années, » reprit Poirot, les mains jointes derrière le dos. Une lettre fut écrite dans l'élan d'un amour jeune et trop bref, une lettre parfumée de lavande, rédigée par un homme que l'on n'a plus revu, mais dont les mots, eux, ont survécu. Il se tourna légèrement vers Isabelle, sans insister, puis revint à Étienne. « Cette lettre, monsieur Dumas l'a découverte, par hasard, dit-il. Peut-être, mais ce qui importe, c'est qu'il l'a gardée, non pour trahir, non pour manipuler, mais pour posséder, au moins par procuration, ce qu'il n'avait jamais eu.
une passion sincère. Poirot marqua une pause, puis ajouta plus doucement. Et lorsque mademoiselle Élise, avec sa soif de beauté, sa jeunesse impétueuse, a franchi un certain seuil de proximité, il lui a offert cette lettre, non pas en prétendant qu'elle était d'elle ou pour elle, mais en laissant croire. Un frisson parcourut la pièce. Poirot baissa la voix. Il voulait se sentir vivant. Il voulait peut-être simplement ne pas disparaître dans l'indifférence, mais il n'a pas prévu ce que cela réveillerait chez elle. La lettre transmise sans intention claire devint le ferment d'une illusion bien plus dangereuse qu'un mensonge. Poirot se déplaça lentement vers la fenêtre, où les derniers rayons d'un jour pâle filtraient à travers les rideaux. Élise était une âme faite de poésie et de fragilité. Lorsqu'elle a lu cette lettre, elle n'y a pas vu un texte ancien. Elle y a vu une clé, une confirmation. Il se retourna, son regard grave. Elle a cru que ces mots étaient pour elle, que cet amour évoqué, cet abandon douloureux lui revenait. Cela n'était pas de la vanité, non, c'était un besoin, celui d'appartenir à quelque chose de plus vaste qu'elle. Il fit une pause. Elle s'est construite autour de cette lettre. Elle a réinterprété chaque regard, chaque silence d'Étienne, comme une trace de cet amour oublié. Et quand elle a compris, ou cru comprendre, qu'il ne le revendiquait pas, qu'il l'oubliait ou le reniait, tout s'est effondré. Poirot baissa les yeux. Ce n'était pas une jeune fille jalouse. C'était une femme qui s'était enfermée dans un rôle qu'elle n'avait jamais été censée jouer. Il releva la tête. Et parfois, messieurs, dames, les illusions ne se brisent pas doucement. Parfois, elles tombent et écrasent ce qu'il y avait de vrai. Poirot se détourna du groupe et s'adressa directement à Étienne, dont le visage s'était figé dans une blancheur cireuse. « Vous n'êtes pas décent, vous n'êtes pas un homme cruel, monsieur Dumas. Vous n'avez pas prémédité, mais vous avez vu, trop tard, ce que vous aviez déclenché. » Il s'approcha d'un pas, lentement. Elle vous a confronté, peut-être même avec exaltation, avec tendresse ou confusion. Vous avez compris, en un éclair, qu'elle attendait de vous une réponse que vous ne pouviez pas lui donner. Et là, dans cette seconde suspendue, ce n'est pas la colère qui vous a mené, mais la peur. Poirot incline la tête. La peur de briser une chose que vous n'aviez jamais voulu créer. La peur d'être accusé d'avoir volé ce qu'on ne vous avait pas offert. Alors vous avez reculé, et elle aussi. Un silence s'installa. Poirot conclut. Ce n'est pas un crime de haine, mais c'est un crime de silence. Et parfois, ceux-là sont les plus cruels. Étienne ne répondit pas, mais ses épaules s'étaient affaissées, comme si le poids de cette vérité pesait enfin dans toute son étendue. Dans le silence qui suivit, Isabelle ne bougea pas, ses mains reposées sur ses genoux, immobiles. Son visage ne trahissait ni colère ni surprise, mais ses yeux, eux, semblaient regarder quelque chose que les autres ne voyaient pas, une scène ancienne, intime, déformée par des mains étrangères. Poirot, sans la regarder, reprit plus doucement. « Et vous, madame, c'est votre souvenir qui a été profané. Ce fragment de jeunesse, ce parfum de lavande que vous aviez enfermé dans un tiroir du cœur, on l'a ressorti, manipulé, transfiguré, non pour vous blesser, mais pour servir une quête étrangère à la vôtre. » Isabelle ferma les yeux un instant. Ce n'était pas Élise qu'elle pleurait, c'était ce qu'elle avait été et qu'on lui avait arraché une seconde fois. Elle parla enfin, à voix basse. « Je pensais avoir fait la paix avec ce passé, mais je comprends maintenant qu'il ne m'appartenait plus. » Elle ne demandait pas justice, elle constatait, simplement, que ce qui avait été beau, ou du moins sincère,
avait été déformé jusqu'à devenir le cœur d'un drame. Lorsque le commissaire entra discrètement, Poirot ne fit qu'un léger signe de tête. Étienne se leva sans protester. Il traversa la pièce d'un pas lent, presque absent, comme un homme ayant déjà quitté sa propre histoire. Aucun regard ne l'accompagna. Poirot, resté debout au centre du salon, observa le silence qui persistait, pesant. Puis il parla, une dernière fois. La mémoire est une chose étrange. Ce n'est pas un poème que l'on récite. Ce n'est pas une mélodie que l'on joue à volonté. Elle est silence, et parfois, ce silence doit être respecté et pleuré. Il s'inclina légèrement devant Isabelle, puis devant Madeleine et Roland, qui n'osaient toujours pas parler. Car souvenez-vous, mes amis, lorsqu'on utilise les souvenirs des autres comme des armes, on ne fait pas que trahir leur passé. On détruit aussi ce qu'ils croyaient être leur vérité. Et sur ces mots, il quitta la pièce, laissant derrière lui non des coupables, mais des âmes qui venèrent de comprendre à quel point l'oubli peut être un luxe que certains n'ont jamais eu. Le portail, en fer forgé, s'était refermé plus tôt ce matin-là, dans un cliquetis discret qui semblait sceller, pour un temps, la respiration même du lieu. La maison de Lavande, dépouillée de ses visiteurs et de leurs attentes artistiques, retrouvait un calme presque sacré. Les valises avaient roulé sur les graviers. Les adieux s'étaient murmurés avec plus de gêne que de chaleur. Désormais, il ne restait que le personnel, allant et venant comme des ombres, soucieux de ne pas troubler la torpeur qui s'était abattue sur les murs. Les ateliers étaient vides, les toiles recouvertes de draps blancs, les instruments de musique soigneusement rangés, silencieux comme s'ils redoutaient de réveiller une douleur encore à vif. La grande horloge du vestibule battait son rythme immuable, seule note régulière dans ce décor suspendu. Et dehors, au-delà des volets entr'ouverts, les champs exhalaient leur parfum bleu et âcre. Le vent faisait frémir les rangées de lavande, et ce bruissement délicat semblait à présent la seule voix qui persistait, celle de la terre elle-même, indifférente aux passions humaines. Une voix qui ne juge pas, qui ne console pas, mais qui continue, obstinée, à répéter le même chant fragile. Isabelle marcha longtemps, sans but défini, les bras croisés derrière le dos, son ombre glissant entre les plants de lavande comme un écho éteint. Le parfum, si familier, avait cessé depuis longtemps de lui évoquer des images précises. Il était devenu pour elle une présence diffuse, comme une note oubliée au fond d'une mélodie. Ses doigts frôlaient les tiges sans les cueillir, effleurant parfois une fleur plus basse, un brin plus pâle. Elle ne les regardait pas vraiment. Elle cherchait peut-être à retrouver une sensation ancienne, un détail infime, quelque chose qui prouverait que tout n'avait pas été inventé, qu'il y avait bien eu un moment, autrefois, où tout cela signifiait quelque chose. Élise n'était plus là, mais sa présence semblait flotter entre les rangs, jeune, impatiente, trompée. Isabelle n'éprouvait pas de colère, seulement un vertige. Ce qu'elle avait tenu pour intime avait été lu, mal compris, transfiguré. Une lettre mal rangée, une faille dans la mémoire. Elle s'arrêta, le regard perdu vers les collines au loin. Là où, autrefois, une silhouette familière l'attendait peut-être, mais cela aussi devenait incertain. Les souvenirs, avec le temps, ne consolent pas. Ils trahissent, et il faut beaucoup de force pour leur survivre sans s'y accrocher. Poirot n'avait pas encore quitté les lieux. Sa valise, bien rangée et bouclée, reposait au pied du banc de pierre, où il s'était assis un instant plus tôt. Mais il ne s'y trouvait plus. Debout à la lisière des champs, entre la maison et l'horizon, il observait le mouvement infime des fleurs sous le vent, ce ballet hypnotique et indifférent. Dans sa main gantée,
Il tenait la lettre. Elle avait été restaurée, mot après mot, comme un puzzle du cœur. Mais désormais, elle semblait peser davantage, non par ce qu'elle contenait, mais par ce qu'elle représentait. Une beauté inachevée, détournée, brisée. Poirot la porta doucement à son visage. Le parfum persistait, ténu, presque irréel. Il évoquait quelque chose de trop ancien pour être nommé, trop délicat pour être saisi. L'enquête était close, les faits établis, les responsabilités partagées. Mais ce n'était pas cela qui retenait Poirot. C'était cette nuance si rare entre les sentiments réels et ceux qu'on projette, entre ce qui fut dit et ce que l'on croit avoir entendu. Il n'y avait pas eu de meurtre prémédité, seulement une histoire que l'on avait lue à voix basse, dans une langue mal apprise, et l'on en avait tiré les mauvaises conclusions. Isabelle sortit lentement de sa rêverie, sentit sa présence avant de l'entendre. Poirot se tenait là, à quelques pas, les épaules droites, le regard baissé. Il ne dit rien. Il tendit simplement la main, et dans celle-ci reposait la lettre pliée avec soin, le papier toujours imprégné d'un soupçon de lavande. Elle hésita un instant, non par crainte, mais par respect, pour ce qu'elle tenait à distance, pour ce que ce geste représentait. Puis elle la prit. Ses doigts effleurèrent les siens, brièvement, comme une reconnaissance muette. Elle ne déplia pas le papier. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait chaque mot, mais ce n'étaient pas les mots qui l'importaient désormais. C'était ce qu'ils avaient traversé. Le silence s'installa, mais il n'était plus lourd. Il était rempli de tout ce qui ne devait plus être dit, de tout ce qui, peut-être, avait déjà été dit trop tard. Et Poirot, fidèle à lui-même, ne chercha ni à expliquer ni à consoler. Il s'inclina légèrement, presque à l'ancienne, puis recula d'un pas. Isabelle, elle, restait là, la lettre dans les mains, le regard posé au-delà du champ, là où le passé s'efface en douceur, sans bruit. En regagnant lentement le sentier de gravier menant à l'allée principale, Poirot sentit sous ses semelles le crissement doux des cailloux, ponctué par le bruissement toujours égal des champs. Derrière lui, la silhouette d'Isabelle s'était immobilisée dans le cadre naturel des lavandes, comme une note suspendue en fin de partition. Il songeait, à l'amour, bien sûr, non celui des romans, trop net, trop bavard, mais à celui qu'on frôle, qu'on abîme, qu'on oublie, parfois sans le vouloir. Il pensa à cette lettre, pas une déclaration, mais une esquisse, et il comprit à cet instant que l'erreur n'était pas tant dans les actes que dans le désir de les retenir. L'amour, murmura-t-il pour lui-même, ne se commande pas. Il ne se garde pas en cage, il s'évapore comme le parfum. Plus on tente de le capturer, plus il se déforme. Il s'arrêta un instant, les mains croisées dans le dos. Ce n'était pas une conclusion, c'était une observation, une leçon douloureuse, mais inévitable. Il reprit sa marche. Loin de vouloir reconstruire ce qui avait été brisé, il acceptait désormais de le laisser en paix. Certaines vérités ne guérissent pas, mais elles cessent de blesser lorsqu'on leur accorde le droit de n'être que des souvenirs. La voiture attendait, moteur coupé, porte ouverte. Poirot s'installa à l'arrière, referma calmement la portière. Le chauffeur s'engagea dans l'allée sans un mot. À travers la vitre, les champs s'étiraient, bleus et tremblants, jusqu'à se fondre dans la lumière déclinante. Le détective ne regardait pas devant lui. Il fixait ses gants, posés sur ses genoux, encore imprégnés du parfum qui désormais n'évoquait plus ni beauté, ni crime, seulement une absence. La lettre n'était plus entre ses mains. Elle appartenait à celle à qui elle aurait dû revenir depuis le début. Et tandis que la maison de lavande disparaissait derrière une rangée de cyprès, Poirot, dans un souffle à peine audible,
pensa. À la fin, même le parfum de la lavande ne peut masquer le silence laissé par les mots jamais vraiment destinés. Parfois, ce ne sont pas les mensonges qui blessent le plus, mais les vérités qu'on imagine à la place. Et vous, auriez-vous reconnu l'ombre d'un amour inventé derrière le parfum d'un souvenir volé? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter votre réflexion et vous abonner pour découvrir d'autres mystères empreints d'émotion. Car même les silences ont une voix lorsqu'on apprend à les écouter.